Imagine un homme qui dit non à Staline, non à Roosevelt, non à l'OTAN, non même à ses propres alliés. Tout ça au nom d'un seul mot, indépendance. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une vision, celle d'une France debout, libre, maîtresse de ses choix. Mais pourquoi De Gaulle tenait-il autant à ce que la France ne dépende de personne? Que craignait-il? Et surtout, avait-il raison? Il y a des noms qui résonnent dans l'histoire comme des coups de tonnerre. De Gaulle en fait partie. Héros de la Seconde Guerre mondiale, fondateur de la Ve République, il est surtout connu pour une idée fixe qui a guidé chacun de ses choix, l'indépendance de la France. Indépendance politique, militaire, économique, diplomatique, rien n'échappait à sa vision. Pour lui, la France devait parler d'égal à égal avec les grandes puissances, même si cela signifiait s'opposer à ses propres alliés. Mais pourquoi cette obsession? Était-ce de la méfiance, une question d'honneur, ou bien une stratégie lucide face aux dangers du monde bipolaire d'après-guerre? Dans cette vidéo, on va plonger dans les raisons profondes qui ont poussé le général de Gaulle à défendre une France indépendante, parfois contre vents et marées. Une histoire de caractère, mais surtout de souveraineté. Tout commence véritablement le 18 juin 1940. Alors que la France vient de signer l'armistice avec l'Allemagne nazie, un homme refuse. Ce jour-là, depuis Londres, Charles de Gaulle lance un appel à la résistance. Il n'a aucun pouvoir officiel, aucun soutien massif, mais il affirme « La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre ». Cet acte fondateur n'est pas seulement un symbole de courage, il est le point de départ d'un refus clair de la soumission. Pour de Gaulle, la France ne peut pas se contenter d'être une puissance vaincue, alignée ou vassalisée. Elle doit redevenir un acteur à part entière de l'histoire. Et pour cela, elle doit être libre de ses choix. Durant toute la guerre, De Gaulle lutte pour que la France libre soit reconnue, d'abord par Churchill, puis par Roosevelt, qui hésite longtemps. Il se bat aussi contre Vichy, non seulement pour l'honneur, mais pour incarner une autre voie française, indépendante, refusant de se faire dicter sa conduite par Berlin, Washington ou Londres. Cette tension entre les Alliés et De Gaulle est permanente. Les Britanniques le trouvent orgueilleux, les Américains l'ignorent. Pourtant, il tient bon. Pour lui, même en exil, la France ne peut être une marionnette. Il l'explique dans ses mémoires « Je n'admets pas qu'un pays comme la France, avec son histoire, soit réduit au rôle de second plan. » Cette volonté d'indépendance n'est pas un caprice. Elle vient de son expérience directe. En 1940, la soumission a conduit à la défaite. En 1944, seul le refus de s'aligner a permis à la France de revenir parmi les vainqueurs. Ce que De Gaulle comprend, c'est que l'indépendance est une condition pour exister dans le concert des nations. Sans elle, la France est absente. Dès lors, cette conviction ne le quittera plus. Elle guidera sa politique intérieure comme extérieure. Pour lui, la grandeur d'un pays repose d'abord sur sa capacité à décider seul, même au prix de l'isolement. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde bascule dans une nouvelle tension, la guerre froide. Deux blocs s'opposent. À l'Est, l'URSS et son modèle communiste autoritaire. À l'Ouest, les États-Unis, puissance dominante du camp dit libre. La plupart des pays européens se rangent naturellement derrière Washington, dans une logique de protection et de reconstruction. Mais pas De Gaulle. Pour lui, la France ne peut pas être l'ombre d'une superpuissance. Même face aux dangers soviétiques, il refuse de se soumettre à la stratégie américaine. Il dénonce ce qu'il appelle l'atlantisme, c'est-à-dire la tendance à suivre aveuglément les choix de Washington au sein de l'OTAN. En 1966, dans un geste spectaculaire, il retire la France du commandement militaire intégré de l'OTAN. Une décision qui choque ses alliés, mais qu'il justifie clairement. La France doit être en mesure de décider seule de son engagement en cas de guerre. Pour lui, être protégé ne justifie pas d'abandonner sa souveraineté. Sa défiance va plus loin. Il refuse que des bases militaires américaines soient installées durablement sur le sol français. Il veut que l'armée française puisse se défendre par ses propres moyens. D'où sa volonté de développer la force de frappe nucléaire française, indépendante des États-Unis. De Gaulle ne fait pas non plus confiance à l'URSS. Il refuse toute forme de soumission au modèle soviétique, qu'il juge totalitaire et dangereux.
En revanche, il veut que la France puisse dialoguer avec les deux camps, sans être prisonnière d'aucun. En 1966, il visite Moscou et tend la main à l'Est. Non pas pour s'aligner, mais pour faire entendre une troisième voix, celle d'une Europe indépendante, ni sous tutelle américaine, ni inféodée à Moscou. C'est cette vision qu'il appelle l'Europe de l'Atlantique à l'Oural dans ce monde bipolaire. De Gaulle joue donc une carte unique, celle d'une France non alignée, mais influente. L'indépendance politique ne vaut rien si elle ne repose pas sur des bases solides, une économie forte, une monnaie stable et une maîtrise des technologies stratégiques. De Gaulle en est convaincu. C'est pourquoi, dès son retour au pouvoir en 1958, il place ces enjeux au cœur de son action. D'abord, il s'attaque à la stabilité financière du pays. La France est alors frappée par une inflation galopante. Il lance une réforme monétaire audacieuse, le nouveau franc. Objectif : restaurer la confiance dans la monnaie nationale, symbole de souveraineté. Il veut que la France cesse de dépendre des fluctuations venues de l'étranger, et notamment du dollar américain. Mais le général ne s'arrête pas là. Il observe que depuis les accords de Bretton Woods, le dollar est devenu la monnaie dominante du système international, convertible en or. Problème : les États-Unis financent massivement leur politique étrangère et la guerre du Vietnam en imprimant des dollars. Pour De Gaulle, cela fausse les règles du jeu. En 1965, il frappe fort. Il exige la conversion d'une partie des dollars détenus par la France en or, selon les accords en vigueur. Une démarche provocatrice qui déclenche une onde de choc. Il prononce même un discours célèbre où il dénonce le privilège exorbitant du dollar. Ce geste n'est pas qu'économique. Il marque sa volonté de remettre en cause l'hégémonie américaine sur la finance mondiale. Sur le plan industriel, De Gaulle soutient une politique volontariste. Il développe les grandes entreprises publiques stratégiques, EDF, SNCF, Dassault, aérospatiale. Il veut un tissu industriel puissant, autonome, capable de rivaliser avec les géants américains. Dans le domaine technologique, il pousse à la création d'un programme nucléaire civil indépendant, mais aussi militaire, la fameuse force de frappe. Il soutient la recherche spatiale avec la création du CNES et la mise en orbite du premier satellite français en 1965, un symbole de puissance moderne. Pour De Gaulle, une nation ne peut décider librement que si elle contrôle ses ressources, sa monnaie, son industrie et ses technologies. C'est cette logique qui guide l'ensemble de sa politique économique. Être souverain, c'est ne dépendre de personne, ni pour se nourrir, ni pour se défendre, ni pour se financer. Charles de Gaulle n'a jamais accepté que la France soit reléguée au rang de puissance secondaire sur la scène internationale. Pour lui, une grande nation ne se définit pas par sa taille ou son PIB, mais par la capacité à défendre une vision du monde, librement, avec cohérence et fermeté. Cette ambition se traduit par des actes symboliques forts. En 1964, il prend une décision historique, reconnaître la République populaire de Chine, alors que presque tous les pays occidentaux suivent la ligne américaine, qui refuse tout contact avec le régime de Mao. De Gaulle ne partage pas forcément leur idéologie, mais il estime qu'on ne peut pas ignorer un pays représentant 1 milliard d'habitants. Il veut une France qui parle avec tout le monde, sans recevoir d'ordre. Autre exemple marquant, son refus de soutenir l'intervention américaine au Vietnam. Alors même que Washington est l'allié stratégique de Paris, il condamne publiquement la guerre, dénonce les bombardements et défend le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Là encore, il agit au nom de principes et non d'intérêts dictés de l'extérieur. Sur le plan européen, De Gaulle refuse l'idée d'une Europe fédérale dirigée par Bruxelles. Il plaide pour l'Europe des nations, où chaque État garde sa souveraineté. Il s'oppose frontalement à l'entrée du Royaume-Uni dans la communauté économique européenne, qu'il considère comme un cheval de Troie des États-Unis. Il veut une Europe indépendante, mais pas soumise à un pouvoir central ou à l'influence anglo-saxonne. Enfin, De Gaulle tient à ce que la France conserve un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, ce qu'il obtient dès 1945. Pour lui, cette place est la reconnaissance du rôle unique de la France dans l'histoire mondiale, notamment durant la guerre. Il mène aussi une politique active en direction du tiers-monde, en soutenant les indépendances africaines, tout en maintenant des relations suivies avec les nouvelles républiques issues de la décolonisation.
Il s'agit pour lui d'exister dans un monde en recomposition, sans alignement, mais avec clarté. Partout où il le peut, De Gaulle tente de faire entendre une voix différente, une voix française, une voix libre. Il n'aspire pas à dominer, mais à affirmer une position originale, respectée, enracinée dans l'histoire. Charles de Gaulle n'a jamais cédé à la facilité de l'alignement. Là où beaucoup auraient cherché l'appui des plus puissants, lui a préféré l'autonomie. Non par orgueil, mais par conviction profonde, la liberté d'un peuple passe par sa capacité à choisir lui-même son destin. Militairement, économiquement, diplomatiquement, il a tout fait pour que la France reste maîtresse de ses décisions. Il savait que l'indépendance a un prix, convinced, mais il croyait que ce prix valait d'être payé pour que la voix de la France ne soit jamais noyée dans le silence du consentement. Thoughtful. Aujourd'hui encore, cette vision continue d'interpeller. Questioning. Dans un monde dominé par des blocs, des alliances, des dépendances économiques et technologiques, peut-on vraiment rester souverain? De Gaulle, lui, pensait que oui. Et toi, qu'en penses-tu? Penses-tu qu'il avait raison de vouloir à tout prix cette indépendance? Ou que son combat était trop isolé pour être efficace? Dis-le nous en commentaire, c'est toujours un plaisir de lire vos points de vue. Abonne-toi à la chaîne si tu veux découvrir d'autres vidéos sur l'histoire, les mystères et les personnages qui ont marqué la France et le monde. Et si cette vidéo t'a appris quelque chose, n'hésite pas à mettre un like, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. À très bientôt dans un prochain épisode de Le Sais-tu.